Le président Sassou, comme vous avez pu le voir, n'a pas pu appliquer une seule des critiques qu'il faisait au président Missouba, qui n'était pas trop fondée d'ailleurs. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est quoi? C'est renverser le seul gouvernement démocratiquement élu dans ce pays. C'est lui qui l'a renversé. Il a fait ce coup d'État dans l'intérêt des forces étrangères et des lobbies étrangers, et peut-être aussi dans l'intérêt de quelques compagnons qui sont aujourd'hui avec lui, qui essaient malheureusement de profiter du Congo, de l'avilir et de descendre aux enfers. Vous savez que le président Sassou était le premier vice-président du comité militaire du parti. Vous le savez peut-être. Et il a fallu qu'il y ait des gens pour faire sauter le comité militaire du parti. Et parmi ces gens, il y a Clément Mirassa ici, il y a d'autres camarades, il y a Jean Itali. Et poser la question au président Sassou, j'étais chargé de le convaincre pour qu'il se joigne à nous, pour faire sauter le comité militaire du parti. Pourquoi? Parce que nous estimions qu'un régime militaire n'était pas compatible avec un avenir apaisé dans un pays. C'est à partir de ce moment qu'on s'est connus. J'étais loin d'avoir 28 ans. C'est donc quelqu'un que je connais. Mais je l'ai connu dans le combat. Parce que nous voulions le changement. Et nous l'avons obtenu. Il n'y a eu aucun mort. On a eu un compagnonnage politique, puisque j'ai été ministre dans son gouvernement, c'est vrai. Mais nous avons aussi une façon d'apprécier le pays. Nous ne sommes pas des enfants, nous avons des idées sur le pays. Et il est évident que nous avons senti déjà depuis les années 80 que ce n'était pas la voie qui était la bonne pour nous. Et on s'est séparés. Et nous avons décidé de changer les choses. Et nous avons écrit la lettre ouverte qui a déclenché la conférence nationale. Clément Mirassa est toujours là avec moi. Et on a obtenu cette conférence nationale contre le président Sassou. Le président Sassou a gagné des élections. Le président Sassou était dans l'opposition, cette fois-ci avec Clément. Mais le président Sassou, comme vous avez pu le voir, n'a pas pu appliquer une seule des critiques qu'il faisait au président Missouba, qui n'était pas trop fondée d'ailleurs. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est quoi? C'est renverser le seul gouvernement démocratiquement élu dans ce pays. C'est lui qui l'a renversé. Il a fait ce coup d'État dans l'intérêt des forces étrangères et des lobbies étrangers, et peut-être aussi dans l'intérêt de quelques compagnons qui sont aujourd'hui avec lui, qui essaient malheureusement de profiter du Congo, de l'avilir et de descendre aux enfers. Monsieur ouais, c'est ça. Il y a des gens qui croient que le pouvoir réside dans la force. Il y a eu même un slogan dans ce pays, on disait le pouvoir est au bout du fusil. Et quand j'entends, j'ai même écouté hier une tribune d'un de vos confrères qui posait la question à l'opposition, si vous voulez changer le rapport de force, il faudrait le faire, c'est-à-dire qu'il demande que nous fassions aussi un coup d'État comme eux. Parce que c'est la logique du pouvoir. Nous sommes venus par la force, venez nous chercher. Il ne se pose pas la question de savoir, on prend le pouvoir de pourquoi. Si la prise du pouvoir, c'est amener le nombre de morts qu'il y a eu au Congo, vous savez combien? Depuis 1997, c'est plus de 10% de la population congolaise. Le nombre de déplacés, vous savez combien? Rien que dans le coup récemment, les chiffres officiels, c'est 130 000 déplacés. Dans le coup récemment, après 2015. C'est ça? On prend le pouvoir pour tuer les gens? Et vous pensez que ça doit s'arranger dans une discussion en catimini quelque part entre ceux qui font ça et ceux qui sont contre ça? Regardez l'état de la situation économique du Congo. Où est-ce qu'on en est? Et pourquoi? Le Congo n'a jamais été aussi riche que maintenant. La production pétrolière a augmenté. Les prix du pétrole, vous savez que même aujourd'hui, ils sont à un peu plus de $100 le baril. La part du Congo dans les revenus pétroliers,
cette part est passée à 34 ou 35%. Qu'a-t-on fait de cet argent? Un Congo plus riche a plus de chômeurs aujourd'hui. Un Congo plus riche a des retraités qui sont payés dans les conditions, vous savez, puisque malgré tout, il y a encore, je ne sais pas combien de mois de retard. Un Congo plus riche a des boursiers qui n'ont pas leur bourse depuis des années. Et vous pensez que nous devions accompagner cela pour dire, on se connaît depuis les années d'avant la période du comité militaire, on doit régler entre nous ces choses-là. Vous pensez que c'est ça qu'il va faire? Surtout qu'en réalité, en ayant fait le coup d'État de 97, et il y en a qui ont cru que le président Sassou deviendrait démocrate. Il n'est pas devenu. On ne devient pas démocrate en faisant le coup d'État constitutionnel, vous avez vu, Clément en a parlé tout à l'heure. En faisant que les élections soient verrouillées. Ce terme, c'était un ministre français, je ne cite pas son nom, parce qu'il joue encore des rôles. Il me disait, Jean, au Congo, les élections, le président Sassou les a verrouillées. Quand on met un verrou, c'est pour que, pour réussir à rentrer, il faut faire sauter le verrou. Donc il faut de la violence. Nous ne pouvons pas accompagner ça. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour faire bien, pour que l'opinion pense que le Congo discute? On nous propose des concertations. Exactement ce que vous dites, Nouveau Regard. Concertez-vous avec le président Sassou. Mais les concertations n'amènent rien. Parce que même si vous avez décidé, qu'est-ce qu'on fait? On transmet ces concertations à celui qui doit décider. Tout à l'heure, vous avez vu, tout ce qui est de Madimou, ce qui est transmis au président Sassou n'a pas été appliqué, parce qu'il n'appliquera pas. La seule structure qui peut appliquer les décisions d'une réunion quelconque, c'est le dialogue national inclusif. On l'a approuvé dans ce pays à la conférence nationale souveraine. Les décisions qui étaient prises ont été appliquées. Mais le président Sassou n'appliquera pas. Pourquoi? Parce qu'il veut rester au pouvoir jusqu'à l'éternité, si l'éternité lui a été donnée. Et s'il ne peut pas rester jusqu'à l'éternité, se fait succéder par un de ses proches. C'est connu de tous les Congolais. Donc, si vous me garantissez, monsieur les pouvoirs, que le président Sassou est prêt à comprendre ce qu'on dit, moi je suis prêt à le rencontrer, ça ne me gêne pas du tout. Mais en réalité, il faudrait qu'il fasse l'effort nécessaire pour comprendre que, un, le Congo est une république, ce n'est pas un empire. J'ai vu des gens heureux parce qu'il y a des présidents africains qui ont traité le président Sassou d'empereur. On ne devrait pas être heureux. Quand on dit d'intelligent en période républicaine qu'il est un empereur, c'est une insulte. On ne doit pas être content. Mais il y a des gens qui ont été heureux, ça. Les présidents africains, je ne veux pas les citer, vous les connaissez, qui ont dit ça, ont insulté le Congo. Quand il y a un régime qui pense à une succession familiale en république et en démocratie, c'est un non-sens. C'est un retour en arrière. Moi, si j'étais président, on me dit, tu penses à te faire succéder par ton fils, j'aurais honte. Mais j'aurais honte, ça signifie que je ne respecte pas les règles élémentaires d'un régime démocratique et d'une république. Mais je sais que dans les têtes des gens aujourd'hui, il y a cette idée de succession familiale. Les gens devraient en avoir honte et dire que ce n'est pas possible. Alors, la contrepartie, c'est quoi? Puisque on ne peut pas faire comme ça, ça veut dire qu'ils vont encore refaire la violence. Et vous savez qui imite-t-on au Congo? C'est un certain Napoléon III. Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Il est arrivé dans les conditions que vous connaissez après un coup d'État. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'une élection. Un plébiscite en réalité. Et au Congo d'ailleurs, j'entends les gens du PCT dire le président a été plébiscité. En fait, un plébiscite, c'est une fausse élection où tout le monde te donne une majorité qui ne correspond à rien. Plébiscité, ce monsieur qui était consul s'est fait proclamer empereur. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas un bon signe. Donc, oui, Jean Itadi est prêt à discuter avec le président Sassou. Mais Jean Itadi ne peut pas accepter que le Congo devienne un empire. Jean Itadi est prêt à discuter avec le président Sassou. Jean Itadi ne peut pas accepter que les biens de la République, que
la res publique, la chose publique devienne une chose privée. Que le trésor soit à la disposition des amis, des parents et autres. Vous savez où se trouve le trésor public dans ce pays? Et vous savez où est l'argent du Congo? Puisque à la veille de chaque paiement de salaire, le ministre des Finances se demande d'où vient l'argent. Mais je me pose la question, dans quel compte se trouve l'argent du pétrole? Puisque Mathias, qui était ministre, ça se trouve récemment, puisque nous c'était avant, c'est où on met l'argent du pétrole, je vous le dis là. Donc il y a des choses inacceptables, monsieur le pouvoir. Alors, oui, je suis prêt à discuter, mais il faut qu'on sache une chose, et il faut que les Congolais le comprennent maintenant. En évitant des vrais dialogues, de pouvoir créer les conditions de la violence, de la répression, des morts et des destructions. Il doit savoir qu'il est responsable de ça. Il n'y a aucun miracle pour penser que tous les Congolais accepteront la situation actuelle telle qu'elle. Et de génération en génération, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun miracle pour penser que ceux qui sont arrivés là par effraction, parce que c'est un coup d'État, puissent rester éternellement et se succéder, ce n'est pas possible dans ce pays. Il faut qu'ils le sachent. Il n'y a aucun miracle pour penser que les voleurs qui ont pris l'argent public, qui l'ont planqué dans leur compte privé, qui ont gâché cet argent, seront demain respectés. Ce n'est pas possible parce que le voleur, dans l'imaginaire du Congolais, c'est un pauvre type. Quelle que soit sa grosseur, son poids et consort, un voleur n'est pas. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'un pays ne peut vivre qu'avec un minimum de morale. Et quand le pouvoir est le premier à montrer l'immoralité, pourquoi voulez-vous que le citoyen ordinaire puisse mieux se comporter? Et c'est pour toutes ces raisons que nous voulons un dialogue national inclusif, qui n'a pas que comme préoccupation de se dire oui, il faut savoir qui va être nommé député à tel ou tel endroit et on aura le pouvoir, mais qui doit savoir que la cohésion sociale est essentielle. Et dans cette période de turbulence mondiale, les Congolais devaient se battre pour la cohésion sociale. Mais ce n'est pas pour privilégier tel ou tel village, telle ou telle tribu ou je ne sais pas quoi, c'est pour rassembler les Congolais parce que le monde va devenir de plus en plus chaotique et compliqué. Je conclus. Il n'y a pas d'éternité pour quoi que ce soit ni pour qui que ce soit. Je conclus pour dire que le pouvoir antidémocratique va changer. Quand les Congolais se donneront les moyens pour le faire, et ce sera daté en ce moment-là. Mais ça va changer. Ça va changer. Loi, Jean-Yves Tadi accompagnera tous les changements. Nous l'avons fait contre le comité militaire, on l'a fait contre le président Sassou, nous serons encore au rendez-vous du changement prochain. Mais pour que le Congo soit géré comme un pays normal, qui respecte les règles, qui permet une succession par élection juste, compétitive et apaisée, qui fait que le bien public soit géré comme bien public, qui fasse que le Congolais profite de son pays. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui disent que le président Sassou a apporté la paix. J'ai parlé déjà du nombre de morts qu'il y a eu. Mais rien que l'insécurité dans ce pays, vous voyez comment ça se développe. J'apprends là même qu'on va dans les écoles catholiques et consorts tuer les gens. La sécurité où? Donc, l'échec du président Sassou. Et le plus patent, c'est que depuis 25 ans, la réconciliation même n'a pas pu avoir lieu. Il n'y a pas de réconciliation. Si vous circulez à Brazzaville, vous verrez encore des maisons détruites par la guerre de 1997. Vous trouverez la même chose à Pointe-Noire, à Brazzaville ou ailleurs. Si vous allez dans le Poul, il y a des gens qui dorment encore aujourd'hui dans le Poul, dans des cabanes avec une couverture en chaume ou en tôle. C'est ça la réconciliation?